Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Alors, je vais tuer le temps en attendant Dany. Vous allez bien? Magnifique. À main levée, qui connaît Jean-Michel Basquiat? OK, très bien, très bien. Oui, oui, moi aussi. Eh bien, aujourd'hui, l'entretien, le tête-à-tête avec Dany sera à propos de Basquiat, à propos de l'œuvre de Dany aussi. Nos livres ont des parallèles, des échos, des ressemblances. J'ai écrit une pièce de théâtre. Lui, c'est un ciné-roman. On va parler de la forme. Je vous dis déjà tout ce qui va se passer. Et le voilà. Allô, Dany. Merci, et vous ne raconterez pas ce que je viens de faire aux toilettes. Il faut ce qu'il faut. Moi, je préfère Moi aussi. à main. Ben, j'aime même pas voir ça. Non. Bon. Alors, nous voilà. C'est vrai. Je disais au public, juste avant que tu arrives, que c'est fascinant les échos que nous avons, que nous partageons avec ces deux livres. Et je suis vraiment content de pouvoir partager ces échos-là avec le public. Voilà. On y va. On y va. Et bonjour. C'est difficile de vous voir parce que j'ai toute la lumière pour moi. Et que fait la lumière? Elle aveugle. Quand elle n'est pas dans la bonne direction. Qu'en penses-tu? Commençons par le titre. Les titres. D'accord? Oui. Bon. De mon côté, j'ai Lequel est un Basquiat? Déjà, tu as vu la pièce, tu as vu le spectacle? Bien sûr. Oui. Et donc, pour toi, qu'est-ce que voulait dire Lequel est un Basquiat? Qu'est-ce que tu dénotes dans ce titre-là? C'est bizarre. C'est-à-dire que j'ai été voir la pièce il y a quelques mois. Je pense que tu avais mis une phrase de moi. En effet. Et je me rappelle plus quelle phrase c'était. C'était j'ai rencontré Basquiat avant ou après sa mort. Ça n'a pas d'importance. Ah oui, oui. Oui, parce que Basquiat a des liens avec Haïti, puisque son père est d'origine haïtienne. Sa mère, je crois, est d'origine portoricaine. Et donc, ils se sont rencontrés peut-être à New York. Et c'est intéressant de voir Porto Rico, Haïti, New York, et donner dans un brassage extraordinaire un artiste, un jeune artiste de cette manière. Lequel est un Basquiat? Il y a l'idée et ton idée, et sûrement qui a donné la pièce, mais quand j'ai vu le titre pour la première fois, j'ai pensé au Basquiat vers la fin de la vie, qui faisait presque des faux Basquiat. Et c'est-à-dire des Basquiat qui n'étaient pas au niveau du peintre et dans sa détermination avant d'être un peu magané par la drogue. Et c'était devenu un peu difficile. Et on se demandait. Et moi, ça m'avait fait penser à un peintre haïtien extraordinaire qui s'appelle Dufaux. Il s'appelle Dufaux. J'ai été le voir, Dufaux. Et c'est un des grands peintres haïtiens qui faisait toujours des villes imaginaires. Et il m'a dit, vous savez, il y a plein de Dufaux, mais les meilleurs, c'est moi qui les fais. Qui sont des faux. Alors ça a un peu brisé la frontière entre le vrai et le faux pour moi. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Quand est-ce que nous-mêmes, nous faisons du faux nous-mêmes? Quand est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur de nous-mêmes? Et qu'est-ce que ça donne quand nous ne sommes pas à la hauteur de nous-mêmes? Peut-être ça donne une autre partie, peut-être nous croyons que nous ne sommes pas à la hauteur de nous-mêmes parce que nous n'avons pas la même qualité de performance, mais peut-être que nous avons baissé les bras devant l'idée de performer et ça donne quelque chose de plus tendre.
et de plus démuni, de plus désarmé, et peut-être de très intéressant pour les psychologues. Oui, probablement. Probablement. Dans Le Quel est un Basquiat, il y a toute une question d'identité qui est mise de l'avant. Et justement, on se demande qui on est. On se demande quel genre de créateur on veut être, quel genre d'être humain et de citoyen on veut être. D'où je viens? Est-ce que je suis haïtien? Est-ce que je suis québécois? Est-ce que quel est mon rapport au monde? Et dans Obsession du rouge, il y a de ça aussi. Il y a ces thèmes qui traversent le livre, le ciné-roman, comme tu l'appelles. Ça traverse un peu toute mon œuvre. Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un et il y a une phrase qui revient chez tous les immigrants, qui est un affrontement, pas forcément négatif, avec un natif. Nous avons tous été immigrants d'ailleurs. Quand j'étais invité à Copenhague et par la délégation générale, non, c'était l'ambassade du Canada, mais c'était une Québécoise et qui était ambassadrice et qu'elle m'amenait à mon hôtel. Elle était avec son mari et ils se disputaient en disant que les professionnels suédois ne sont pas très bons. Ils laissent les outils, ils ne reviennent même pas chercher l'argent. Ils vous donnent des... En fait, ce n'était pas ça qu'on a comme idée. Ah, scandinave, alors c'est sérieux, mais... Et puis je l'arrêtais, j'ai dit, mais vous autres, les immigrants, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Et parce qu'on ne pense pas quand on est ici qu'on peut être immigrant quelque part et qu'on a la même réaction. On pense toujours que ce n'est pas trop bien fait. Et là-bas, des fois, on dit que c'est mieux fait que chez nous. Mais on a toujours cette idée de comparer. Alors, à la question qui chiffonne les immigrants, et d'où est-ce que vous venez? Alors, une autre petite digression. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, comme ça, j'ai dit, et vous, vous avez quel âge? La personne m'a dit, j'ai 30 ans. J'ai dit, ah ben moi, je suis arrivé avant vous. Elle m'a dit non, parce que je suis né ici et tous mes parents, arrière-parents sont nés ici. J'ai dit non, c'est une arrivée quand vous naissez. Moi, je suis arrivé avant vous, ça fait 50 ans que vos parents, vos arrière-parents étaient nés ici, mais vous êtes arrivés un jour. Et moi, je suis arrivé avant. C'est un fait. Et c'est ça, c'est un fait. Que vous le prenez comme vous voulez, c'est un fait. Alors, à la question d'où vous venez, et je réponds finalement, et vous, quand est-ce que vous partez? Parce que nous devons tous partir. Nous sommes une balle dans un fusil. Nous devons tous partir et pour revenir. Et si l'un des problèmes des pays développés et démocratiques, c'est qu'ils n'ont pas l'exil. Vous savez, les Haïtiens ne quitteraient jamais leur pays s'il n'y avait pas une bonne dictature solide qui les faisait partir en exil. Chacun reste chez soi. Et c'est le drame des pays riches, c'est qu'ils n'ont pas d'exil pour les obliger à partir. Vous savez, un dictateur veut vider une population de sa moitié. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens modernes qui ont vu d'autres choses. Personne ne peut comprendre le fait de vivre dans un autre pays dans des conditions difficiles d'infériorité, sans filet et sans personne pour vous remarquer en premier. C'est la plus grande aventure humaine. C'est la plus grande aventure humaine. Vous n'avez personne pour vous dire, pour vous aider au début. C'est extraordinaire. Léoto résume ça en disant, je remercie mes parents pour tout ce qu'ils n'ont pas fait pour moi. On a besoin tous d'être lâchés dans la jungle un jour, au moins une semaine, au moins un an, juste pour savoir ce que ça donne que quelqu'un vous croise et qu'il n'y a aucun lien entre lui et vous. Il trouve normal que vous soyez au coin de la rue en train de mendier parce qu'il n'a pas connu vos parents. Moi, je l'ai fait. En Haïti, j'ai croisé un ami qui m'a mendié. J'étais tellement étonné parce que j'étais à l'école avec lui. Je disais, pas possible, j'ai pleuré. Mais il y a plein d'autres qui me demandent, ça ne me dit rien, je ne les connais pas. Eh bien, quand vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit par la couleur, la race, les droits, le pays, le nom, vous trouvez normal qu'il mendie puisqu'il faut des mendiants. Mais ce n'est pas normal. Mais il suffit que ce soit quelqu'un que vous connaissez, dont vous avez connu la famille, et vous trouvez c'est terrifiant. Ça peut m'arriver. Eh bien, c'est ça l'exil. L'exil, c'est s'exprimer ailleurs dans une langue qui n'est pas celle de votre mère.
c'est-à-dire sans consolation, sans personne pour surveiller sur vous. La seule chose intéressante, c'est que quand vous n'avez personne pour veiller sur vous, il y en a plein qui vont veiller sur vous. Il y a tellement de gens qui ont le beau cœur, qui vont dire « Oh là là, il est tout seul, et il faut que je le protège. » On se retrouve avec trop de mamans. Ce qui me fait réagir dans ce que tu viens de dire, c'est que dans l'exil, c'est un exil géographique. On part, on quitte un endroit. Je pense qu'il y a aussi un exil intérieur, non? Dans Obsession du Rouge, les personnages Nyx et Nox, ils sont des jumeaux, même si ce n'est pas des jumeaux biologiques, mais ce sont des jumeaux. Et il y en a un vivant et un autre mort. Et comment ils essaient de se connecter, c'est à travers l'art. Dans l'exil intérieur dont je parle, je pense que notre moyen de s'en sortir, c'est par l'art. Si j'ai écrit ce livre, si tu écris, je pense que c'est pour essayer de combler cet exil intérieur-là. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je pense que on a une première connexion directe avec Basquiat. D'ailleurs, votre livre, lequel est un Basquiat, et le personnage Nyx dont tu parles, ouais. Et c'est un tout jeune homme. Ça, c'est haïtien. Hein? Ça, c'est haïtien. Je me souviens quand j'ai eu le prix Médicis, et Radio-Canada m'avait posé la question, et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir le prix Médicis? Enfin, 28 ans après, Marie-Claire Blais quand même. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir le prix Médicis? Et j'avais dit, en tant que Québécois, je trouve que c'est trop. C'est un honneur extraordinaire. Mais en tant qu'Haïtien, c'est pas assez. Et ces deux tempéraments, j'ai toujours rêvé de les mettre ensemble dans la même bouteille. Et voilà, ce garçon, il a 17 ans. Et il peint, il fait des dessins. Il a trouvé un catalogue, un truc d'une exposition d'impressionnistes. Il a trouvé de grands peintres. Et qu'est-ce qu'il fait? 17 ans, il n'a jamais dessiné. Et c'est son carnet d'esquisses. Il opine sur les dessinateurs. Il redessine Matisse. C'est un portrait de Matisse qu'il a refait complètement, dont il a cherché les points de focalisation. C'est lui qui a ajouté tout ça pour essayer de comprendre l'œuvre. 17 ans. Il juge Van Gogh. Il trouve que Van Gogh, c'est très intéressant, mais qu'il a un bleu sincère. Et bon, il a un doute sur le jaune, d'où ma chemise. Ce garçon, il a 17 ans. Hein? Il juge Chagall. Il trouve que Chagall, c'est très intéressant. Il a refait la toile. Hein? C'est pas tout à fait la même chose. Mais il trouve que le bleu de Chagall est trop envahissant. Et pour Basquiat, parce que là, on tombe sur Basquiat, il dit que tous mes amis, tous les Haïtiens, ou tous les Noirs, parce que Basquiat est noir, rêvent d'être aussi célèbres que Basquiat. C'est d'un ennui. 17 ans, il trouve déjà imiter quelqu'un d'autre, et parce qu'on veut être célèbre comme lui, c'est d'un ennui. Et c'est vrai. Juste croire parce qu'on peut être proche de Basquiat parce qu'il est noir comme vous, déjà c'est un ennui. Et comme vous voyez ce jeune homme, Matisse, Van Gogh, Chagall, Basquiat, il efface les frontières de race et de couleur. Il efface les frontières géographiques. Il a 17 ans, il vit dans un taudis, dans un quartier où les gens tuent, littéralement, et déjà, il a une vision universelle. Que ça marche ou pas, qu'il devienne un grand peintre, c'est pas là l'affaire. La question, c'est qu'est-ce qui fait que sur un tas de fumier peut s'élever une pareille fleur? Et ça n'a rien à voir avec Haïti, ni la race, ni quoi que ce soit. C'est le fait humain. Le fait humain. Placer n'importe qui dans de telles conditions, il va finir par donner une volonté, enfin, irrésistible. Une volonté, il va vouloir s'élever. Le fumier produit de la fleur. On l'oublie. Le fumier, c'est très bon pour produire de la fleur. C'est mieux que les trucs, les insecticides, on ne fait pas les trucs et les engrais. Le fumier, c'est le meilleur terroir pour produire de la fleur. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant d'artistes en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle Homère a dit, si les dieux vous envoient des malheurs, c'est pour qu'on en fasse des chants. C'est la raison pour laquelle Malraux, arrivant en Haïti, a dit,
c'est un peuple qui peint. La peinture est aussi populaire en Haïti que le football. Et ni la dictature, ni la misère, ni le tremblement de terre, ni les 32 coups d'État en 220 ans, coups d'État militaires, n'ont pas pu empêcher un Haïtien de rêver. Je l'ai écrit dans un livre, pour empêcher un Haïtien de rêver, il faut l'abattre. On ne peut pas les abattre tous. Et je vais plus loin en disant que Basquiat, lui aussi, a été abattu. Il a été abattu par un système où sa façon de dénoncer les choses, de parler de racisme aux États-Unis, de racisme en général, d'effacer la culture noire derrière un vernis d'art contemporain. Il a fait exploser tout ça, mais on lui a mis extrêmement de pression pour produire des œuvres, pour essayer de le dénaturer lui-même. Et cette façon de tuer quelqu'un à petit feu, c'est pas Félix Leclerc qui dit pour tuer quelqu'un, il faut juste mon Dieu, je m'en souviens plus. Le payer à rien faire. Eh bien, parce qu'on lui donnait de l'argent, on disait peins, puis après, calme-toi, on va vendre tes tableaux. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'est peindre dans son sous-sol, continuer à travailler. Dans lequel est un Basquiat, le personnage principal, Samy, va aussi perdre la raison. Il va perdre la raison parce qu'il a cherché à devenir Basquiat, à être un Basquiat, à essayer de survivre dans un monde où il se sent inutile. Et tout d'un coup, de devenir un Basquiat, pour lui, ça devait sa façon d'être utile au monde. Mais ça va le tuer parce qu'autour de lui, tout ce qu'on voulait, c'était son art, sa peau et son talent, mais pas nécessairement son cœur, puisqu'il avait vraiment voulait dire ce qu'il voulait dire vraiment. Samy, lui aussi, a 17 ans. Non, mais c'est tout à fait juste et c'est on est au cœur de l'affaire. Et c'est ce jeune homme de 17 ans, Nix, qui ouvre le livre avec sa mort, puisqu'il a été tué par quelqu'un qui s'appelle ISO 5 secondes. Il s'appelle ISO 5 secondes, il existe. C'est un être réel, vivant, encore. Il a eu une balle dernièrement, mais il vient de sortir d'une convalescence et il s'apprête à tuer. Et il a tué, je parle de centaines de gens, kidnappé et encore plus, et fait un peu se déplacer des populations entières dans les villes. Nous connaissons ici Barbecue, Jimmy Cerisier, qui est le chef de gang, de bande armée, et qui terrorise la population, qui se sont emparés de la capitale d'un pays. Vous imaginez une seconde, et Montréal occupé par des bandes entières qui terrorisent et tuent. Alors pourquoi j'ai fait ce livre? C'est parce que le livre, là, la mort est au cœur de l'art. La violence est au cœur de l'art. Et pour la première fois, j'ai vu se faire face la violence et l'art dans une situation réelle. Alors, ISO a déclaré, vous pouvez le voir sur Internet, si vous mettez ISO 5 secondes ou ISO tout court, chef de bande Haïti, parce qu'il y a d'autres ISO japonais, ISO chef de bande, il a déclaré dernièrement, il y a quelques mois ou un an, et qu'il est musicien, qu'il aime tellement faire de la musique que ça fait 2 mois qu'il n'a tué personne. C'est à la fois terrifiant et c'est si étonnant qu'on rit, mais en même temps, j'ai fouillé ça. J'ai dit c'est intéressant parce que après la terreur d'entendre ça, quelqu'un qui trouve banal de tuer, c'est entre jouer de la musique et tuer, je joue de la musique donc je ne tue pas et ça m'étonne. Ah bon, je me rappelle, ça fait 2 mois que je n'ai pas tué personne, j'étais pris par la musique. Il y a là quand même l'un des plus grands affrontements de toute l'histoire du monde. On se souvient tous de Néon, peut-être que c'est apocryphe, qui jouait du violon, c'était ça? Oui, pendant que Rome brûlait. Pendant que Rome brûle, qui était un face-à-face entre l'art. Mais cette fois-ci, il jouait par plaisir de voir Rome brûler et qu'il faisait quelque chose. L'art s'additionnait à la mort. Là, l'art
à désarmer le tueur. Pour la première fois, j'ai un exemple concret où l'art désarme le meurtrier. On a parlé de l'art adoucir les mœurs, on a parlé de l'art dans les hôpitaux, ça aide les gens qui sont schizophrènes. Mais tout cela, on n'a pas l'exemple réel de cela. Les médecins, des enquêteurs nous disent oui. Mais là, directement, sans théorie, sans enquête, sans analyse subventionnée, le tueur, l'analyse vient de la gueule du cheval. Le tueur dit « Je ne tue pas parce que je suis tellement habité sur deux plans par la musique. » Et il dit « Je vais être connu comme un musicien. » Il a trouvé que c'est plus intéressant d'être célèbre par l'art que d'être célèbre par le meurtre. Alors ça m'intéresse. J'ai dit « Je vais fouiller. Je vais fouiller cet affrontement-là. » Et c'est pour ça que dans le livre, je sais bien qu'il est vivant et qu'il tue et qu'il peut tuer des gens. J'ai dit, et si je disais qu'il était un mauvais musicien? Parce que François Duvalier, père, François Duvalier, ce n'est pas la première fois. Quand le plus grand écrivain, à mon avis, haïtien, Jacques-Stéphane Alexis, l'auteur de Compère Général Soleil, l'auteur de Romancero aux étoiles, l'auteur de Les arbres musiciens et l'espace d'un ciment, c'est-à-dire l'auteur de ces livres, mort à 39 ans, tous publiés chez Gallimard et qui ont à chaque fois raté le Goncourt. L'auteur de ces livres-là a été tué, assassiné en Haïti. Duvalier, François Duvalier le père, s'apprêtait à lancer son livre « Mémoire d'un leader du tiers-monde ». Il avait payé quelqu'un pour aller en France, essayer d'acheter des critiques, de payer pour qu'on fasse des articles sur son livre, tout ça pour redorer son nom. Et quand cet écrivain est mort, il a passé 3 jours au lit, on dit ses proches, et quand on l'a entendu parler, il a dit « Je ne suis plus un écrivain, je ne serai plus un écrivain, je serai pour toute l'éternité l'assassin de Jacques-Stéphane Alexis. » Voilà, ce n'était pas lui qui l'avait tué, malgré tout ce qu'on a dit. Il ne l'aurait pas fait. C'est le système qu'il a installé qui l'a tué, donc lui, mais lui, il ne l'aurait pas fait parce qu'il a voulu être un écrivain. Il a dit « Je ne serai plus jamais un écrivain et pour toute éternité, je serai dans la mémoire humaine l'assassin de Jacques-Stéphane Alexis. » Exactement ce que Francisco Franco avait dit à la mort de Federico Garcia Lorca. Je serai l'assassin de Lorca. Donc là, le face-à-face entre la mort, entre le meurtre, l'art et le meurtrier, c'est une des plus vieilles batailles de l'histoire humaine. L'art, le dictateur jalouse l'artiste parce que l'artiste fait quelque chose qu'il rêve de faire, pas la beauté, l'harmonie. On peut réaliser l'harmonie sans tuer personne. Le dictateur doit nous tuer parce que les humains, ils ont toutes sortes de choses dans la tête. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde pense la même chose. On ne peut pas. On ne peut pas faire en sorte que tout le monde marche dans la même direction, même pour le bien. Vous dites carrément, par exemple, si vous faites ça, vous allez sauver votre enfant, il y en a va avoir un qui va faire le contraire. Même si son enfant va mourir, nous sommes faits ainsi. Nous résistons. Et l'artiste peut le faire. Et c'est pour ça que le dictateur qui rêve, le dictateur ne veut pas tuer. Ah, si vous faites exactement tout ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne sommes pas construits, cellulairement parlant, pour obéir. Mais nous pouvons atteindre cette obéissance par des moyens extrêmement complexes à expliquer en art. Le dictateur jalouse l'artiste. C'est pour ça qu'ils sont toujours face à face. Staline avait dit à la mort de Bulgakov, quand il a, mais pourquoi lui il peut faire ce que je ne peux pas faire? Pourquoi vous êtes têtu à ce point? Pourquoi quand je vous offre tout pour que vous obéissiez, vous m'obéissez, vous refusez de le faire, vous préférez aller en prison? Quel genre d'être vous êtes? Eh bien, nous sommes malheureusement ainsi. Nous sommes têtus.
Merci. La mort, un dictateur, le pouvoir. Le meilleur ami de Samy se fait assassiner, on ne sait pas par qui, par des hommes en bleu. Je vous laisse deviner ce que peut être un homme en bleu. Ça peut être les tontons Macoutes qui est habillé en bleu. Ça pourrait être une façon de lire. Mais ça peut aussi être la police. Ce livre a été déclenché par l'assassinat de Freddy Villanueva à Montréal-Nord, il y a quelques années de ça. Je me suis dit, ça aurait pu être moi. Et Basquiat s'est dit la même chose quand son ami aussi Taggart, à New York en 1982, s'est fait assassiner par la police. Il a dit, ça aurait pu être moi. J'ai vu des échos entre Basquiat et moi, puis j'ai décidé de mettre ça dans le livre. On parle de dictature, on parle de pouvoir, on parle de force qui nous écrase. Et le moyen de s'en sortir, de combattre cette force-là, pour moi, ça a été à travers l'art. Je suis devenu acteur, je suis devenu musicien, je suis devenu auteur de livres tout d'un coup, parce qu'il y avait une grande frustration, un grand trauma, je dirais. C'est pour ça qu'on écrit d'ailleurs. C'est parce que nous posons des questions et nous cherchons les réponses. Notre maman nous en a donné plein quand on était enfant. Et quand elle n'est plus là, nous n'avons personne pour répondre à nos questions. Plein de personnes, hein. Il y a les professeurs, il y a les gens, les conseillers psychologiques, mais des personnes en qui nous avons totale confiance, comme nous l'avons eu avec notre mère. Et nous sommes réduits dans une pièce à poser les questions et à faire les réponses. Et c'est ça, un livre. C'est quand on est seul et on fait les questions et les réponses, parce que nous savons très bien que notre mère a des limites et qu'elle ne sait pas comment on fait la bombe atomique. Mais ma grand-mère m'avait donné une réponse par rapport à la bombe atomique. Quand c'était très à la mode et qu'un chef d'État appelle un autre chef d'État et qu'il y avait un bouton rouge, et c'était, je ne sais pas, ceux qui ont un certain âge se rappellent qu'on disait que le chef de la Russie, le chef des États-Unis, pouvait mettre le doigt sur un bouton rouge et c'est l'explosion nucléaire qui effacera la planète, et ça angoisse un enfant. On n'a pas toutes les réponses, on entend ça mal, et on a 8 ans, et puis Et j'ai dit ça à ma grand-mère. Elle m'a donné peut-être la meilleure réponse qui soit, d'ailleurs, parce qu'elle a raison. Ils n'ont pas pesé le bouton. Elle m'a dit non, ils ne peuvent pas peser le bouton. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas effacer la vie, ils ne savent pas comment c'est fait. Il y a tant de forces qui les empêchent de peser le bouton dont on n'a pas idée. J'ai dit, oui, mais ça ne me dit rien, ça. Et s'il pèse le bouton, il dit, non, le président de la Russie ne peut pas peser le bouton parce que sa nièce va se marier vendredi. Et donc, il pourra peser le bouton le samedi, mais le samedi, vous savez que toute la famille ils sont encore à Moscou. Ils ne peuvent pas parce qu'ils vont voyager. Donc, on passe notre vie à ajourner. Et pour le président des États-Unis, c'est la même chose. Il peut passer peser le bouton, c'est le Thanksgiving Day. Et toi, c'est pas les humains qu'on tue, c'est les démons. Et ils ne peuvent pas. Et puis, il y a aussi, bon, il y a les chaussures de mon fils qui vient d'arriver. Puis, il y a des choses. On a toujours des choses à faire. On remet à demain tout ce qui peut être remis. Et c'est pour ça que la planète ne peut pas exploser, parce qu'on a des choses à faire, parce qu'on est reliés. Moi, j'ai du temps pour peser le bouton. Mais ma belle-mère, et voyez, elle vient, il faut que je lui fasse visiter le jardin botanique, le stade olympique, que je lui explique pourquoi on a fait faillite, que Taillefer, enfin, Taillebert, je ne sais plus. Et enfin, on connaît le 3, toute cette histoire-là. Et puis, c'est une histoire longue à raconter. Ça prend plus d'une journée. Donc, il faut renvoyer l'histoire à un autre jour. Vous vous souvenez combien de temps on a entendu parler du stade olympique? Donc, pendant toutes ces histoires-là, ça s'appelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Scheherazade. Le roi ne peut pas tuer parce qu'on est retenu par l'art, par l'histoire, par les émotions. Scheherazade, Ajoun, on ajoune. À chaque fois, il n'y a pas. Mais au fin fond de l'affaire, sa réponse était plus profonde. C'est pas parce qu'on ajoune,
c'est parce qu'on veut ajourner. Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas tuer tout le monde. On ne peut pas. Il va y avoir des mécanismes qui vont se déclencher dans d'autres sphères. Vous voyez, il y a une femme là qui est en train de faire face à Trump, qui était avec lui. Et c'est un mécanisme qui s'est déclenché. C'est tout simplement, brusquement, sans crier gare, celle qui était la plus énervée se retourne contre. Mais ça n'a rien à voir avec elle. C'est des cellules qui sont en train de s'agiter dans les fonds abyssaux de l'espèce humaine et pour protéger la vie. La vie est protégée par des choses qui nous dépassent. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit, je suis proche de Basquiat parce que quand son ami a été tué et il s'est identifié à cet ami qui est noir. Mais je crois que ce sera encore une histoire plus forte quand cet ami serait blanc et qu'il s'identifie à un autre jeune homme mort, noir, jaune, rouge. Et je crois que c'est ça qui va arriver quand nous sortirons de ce cercle. Des fois, par exemple, une école m'a invité. Monsieur Laferrière, est-ce que vous voulez venir dans notre école? Et l'argument, c'était, vous savez, c'est plein d'Haïtiens. J'ai dit, mais pourquoi je ne veux pas aller à plein d'Haïtiens? Il dit, oui, mais c'est parce que ces gens-là, ils souffrent du racisme, ils ne comprennent pas. Et vous connaissez le choc culturel, vous expliquez. J'ai dit, pourquoi c'est à moi d'expliquer le racisme? C'est quand même pas moi qui le fais. Je ne veux pas être la maladie, le remède. Et c'est pas à moi. Si vous voulez bien savoir ça, il faut expliquer. Pas n'importe quelle personne qui est blanche. D'ailleurs, ils sont en extrême majorité à être contre le racisme. Une fois, Radio-Canada m'a appelé pour me dire c'est pas possible, ce pays est complètement perdu. On a trouvé qu'il y a 12% de Québécois, de Montréalais qui sont racistes. J'ai dit, mon Dieu, on ne m'avait pas dit 88% de personnes ne sont pas racistes. C'est seuls les pays de dictature qui peuvent avoir un vote pareil. 88% de personnes. Le type m'a dit, mais vous n'avez pas compris. Il est tout à fait québécois, mais il est de bonne foi. Il veut ne pas être dans les 12%. Il veut être sûr que tout le monde qui écoute sache qu'il n'est pas dans les 12%. Il dit, mais 12% de personnes sont racistes. J'ai dit, bon Dieu, 88 personnes ne le sont pas. Vous voyez le nombre de chances que vous avez de rencontrer quelqu'un qui ne l'est pas? Danny, si tu me permets, moi, j'ai croisé le 12%. Et on est plusieurs à croiser le 12%. Je comprends ce que tu veux dire sur... Oui, on veut de vivre éventuellement dans un monde où la couleur de peau, c'est pas ça qui est le plus important, mais malheureusement, on est là-dedans. On est là-dedans. Et il faut ce genre de livre qu'on fait pour que les gens fassent « Ah, ça existe, il faut combattre ça. » C'est la fin. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Comment on commence à chauffer, là? Ça commence à chauffer, là. Oui, mais OK. Philippe, Ouais. Philippe, Il faut y aller. mon premier livre s'appelle « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Ça fait 40 ans que je parle de racisme au Québec, à la radio, à la télévision. Ça fait 40 ans que je dis ce que je dis là. Je ne me mets pas la tête, je ne suis pas un autruche. Ah. J'ai dit que quand j'étais à l'école, j'étais très mauvais en mathématiques. Jusqu'à ce qu'un professeur vienne avec cette façon d'analyser qui m'a fait changer les choses et qui m'a aidé. Supposons le problème résolu. Si chaque fois que nous posons le problème comme étant problème, Posons le problème. et le problème sera toujours le problème, quel que soit le problème. Il n'y a pas que le racisme qui soit le problème dans la société. Et si chaque fois, il y a des gens, vous dites c'est un problème, il n'a pas de solution, eh bien vous allez vous trouver devant un problème. Si vous dites un jour, juste pour vous, supposons le problème résolu, qu'est-ce qu'on fait avec la solution? C'est plus révolutionnaire que je dis. Et là, ça n'a rien à voir avec le racisme, avec quoi que ce soit. Supposons le problème résolu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plus de difficulté à travailler avec un problème résolu qu'avec un problème tout court. Un problème tout court, ça nous désespère. Un problème résolu, ça nous excite. Danny, t'es punk. Allez vous renseigner sur le solar punk. C'est exactement ce que tu disais. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Lequel est un Bastia? Non, c'est toi. C'est moi. C'est moi, c'est dans la rouge.